Très bien, commençons. Depuis mon arrivée ici, j'ai vraiment l'impression qu'on parle beaucoup de Taïwan ces derniers temps. Par exemple, l'agence de presse Xinhua, qui est une agence gouvernementale, a publié ces derniers jours une série d'articles sur la question de Taïwan, ce qui est très inhabituel. Pour vous donner un exemple, l'un des articles s'intitulait « L'origine et la nature de la question de Taïwan ». Un autre portait le titre « Le développement des relations entre les deux rives et les avantages de l'unification ». Et il y en avait encore un autre intitulé « L'unification inévitable de la patrie ». Il semble donc qu'il y ait eu beaucoup d'articles traitant de la question de Taïwan. Et puis, il s'est passé quelques autres choses, notamment la visite en Chine d'une personnalité des réseaux sociaux taïwanaise, assez influente et célèbre. Il était autrefois un fervent partisan de l'indépendance, un séparatiste convaincu. Mais après cette visite, il a complètement changé. Il est retourné à Taïwan et a déclaré que le DPP, le parti au pouvoir, nous avait menti. Rien d'étonnant, car beaucoup de gens à Taïwan pensaient que le continent était très en retard sur Taïwan en matière de développement. Mais bien sûr, ce qu'il a vu était tout le contraire. Il était donc très en colère contre le DPP. Il semble que cela ait eu un grand impact, surtout sur les jeunes. Ensuite, à la suite de cela, le KMT, le Parti nationaliste d'opposition, a organisé une élection pour la présidence. La personne élue, une femme nommée Zheng Liwen, a clairement indiqué pendant sa campagne qu'un de ses objectifs était que tous les habitants de Taïwan soient fiers d'être chinois. Eh bien, ce genre de programme ou de rhétorique n'était pas inédit et Xi a remporté une large victoire. Donc, même si ce n'était pas une élection générale, cela montre qu'il y a aussi un certain changement d'opinion à Taïwan. Et puis, il y a la Rand Corporation qui parle de stabiliser la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Le ton général de cet article est beaucoup plus modéré que ce à quoi nous sommes habitués. Ils y mentionnent Taïwan en disant que la stabilisation de la question taïwanaise devrait viser à créer le maximum d'incitation pour que Pékin adopte des approches graduelles vers l'unification. Eh bien, ça, je ne l'avais encore jamais entendu car jusqu'à présent, il s'agissait toujours de « nous allons défendre Taïwan, protéger Taïwan », ce genre de discours. Alors, que penses-tu de tout cela? D'accord. Je vais dire quelques mots. Vous avez soulevé beaucoup de points ici. Vraiment beaucoup. Maintenant, je vais faire une supposition. Et celle-ci découle peut-être davantage de mon expérience du suivi des médias russes que des médias chinois. J'admets que les médias chinois peuvent fonctionner différemment. Mais en Russie, si l'on voit les médias officiels ou semi-officiels évoquer à plusieurs reprises un sujet précis à la veille d'une rencontre entre dirigeants, c'est un signe clair que les Russes ont l'intention d'aborder ce sujet pendant la réunion. Donc, si les médias chinois fonctionnent de manière similaire, et encore une fois, je tiens à souligner que je n'en suis pas certain, cela ne me surprendrait pas si c'était le cas. Je me demande si ce qui se passe en partie ici, c'est que les médias chinois soulèvent ce sujet maintenant, de la manière dont ils le font, en préparation du fait et avertissent en réalité les Américains que Xi Jinping s'attend à discuter de la situation à Taïwan avec Donald Trump lorsqu'ils se rencontreront, je pense, très bientôt. Je crois donc que c'est en partie de cela qu'il s'agit. Et je pense que les Chinois veulent rendre absolument clair pour les Américains que cette question n'est absolument pas négociable pour la Chine. C'est impossible. La Chine ne peut pas négocier là-dessus. Il existe une ligne rouge chinoise claire sur ce sujet, même si la Chine, évidemment, ne cherche pas la guerre. Il cherche une réunification pacifique avec Taïwan. Il cherche à entretenir de bonnes relations avec les États-Unis, tout comme il souhaite de bonnes relations avec tous les pays. Mais si Donald Trump ou certaines des personnes très déplorables qui l'entourent
ont l'idée qu'ils peuvent jouer un jeu avec la Chine à propos de Taïwan, alors ils se trompent lourdement. Maintenant, Trump, nous anticipons peut-être un peu ici, mais Trump, il me semble, a cédé un terrain très important sur les questions commerciales dans ses discussions avec la Chine. Je veux dire, il cherche clairement à arranger les choses avec la Chine. Je pense qu'il a compris, derrière toute la rhétorique, les paroles courageuses, les menaces, les insultes et tout le reste, qu'il n'a en réalité aucune carte maîtresse contre la Chine. Et je pense que les Américains ont été sérieusement effrayés par toute cette affaire des terres rares. Je t'ai envoyé les commentaires que Besson avait faits et la manière dont le ministère chinois des Affaires étrangères les a, à ce que je vois, complètement étouffés. La Chine ne cède pas d'un pouce sur ce sujet. Donc je pense que les Américains ne veulent pas se retrouver dans une confrontation directe avec la Chine maintenant. Mais ce que les Chinois vont dire, c'est « Regardez, vous ne voulez pas entrer en confrontation avec nous et vous ne pouvez pas vous le permettre. Nous, oui. Nous sommes d'accord. Nous non plus ne voulons pas entrer en confrontation avec vous. Nous avons une relation gagnant-gagnant. Nous voulons une relation gagnant-gagnant, comme le dit la Chine. Nous devons agir de manière responsable en tant que deux grandes nations. La paix dans le monde dépend de notre capacité à bien gérer notre relation. Et c'est d'ailleurs quelque chose que les responsables chinois répètent toujours. Je suis convaincu que Xi Jinping va l'expliquer pour la énième fois aux Américains, à Donald Trump cette fois. Mais ce que les Chinois veulent rendre absolument clair, c'est que oui, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons régler les questions commerciales. Nous pouvons discuter de toutes sortes de sujets. Nous sommes heureux de dialoguer avec vous et nous comprenons que parfois, il faut faire des concessions sur certains points. Donc, oui, nous achèterons un peu plus de vos graines de soja. Mais ne pensez pas, ne serait-ce qu'un instant, pas une seule seconde, que sur la question de Taïwan, la position de la Chine soit autre que celle qu'elle affirme. Voilà, je pense, à quoi ces articles de presse font probablement référence. Maintenant, si je peux juste, eh bien, je vais simplement aborder la question de Taïwan elle-même. Je veux dire, je repense à cet article que je t'ai envoyé il y a quelques mois dans le Financial Times à propos de l'inquiétude et de l'effroi à Taïwan et dans certaines parties de l'Occident. Le fait que les jeunes à Taïwan commençaient à s'intéresser à ce qui se passait sur le continent et découvraient que la vie là-bas était en réalité plutôt agréable et des choses de ce genre. Et c'est vrai, je te l'ai dit, je suis allé à Shanghai en 2017, ce qui remonte, tu sais, à pas mal d'années. On pouvait voir que c'est un pays très moderne et technologiquement avancé. L'idée selon laquelle la Chine serait une sorte d'endroit arriéré et primitif, peuplé, vous savez, de millions de paysans, ce que l'Occident, bien qu'il n'y ait rien de mal à être paysan, imagine toujours de manière péjorative. Tout cela est absolument absurde. Le point essentiel de cet article du Financial Times, c'est qu'on peut voir la propagande se diffuser très fortement à Taïwan même. L'idée que la Chine serait un lieu rural, primitif et en retard. Et bien sûr, ce qui effrayait vraiment les autorités taïwanaises. Je les appelle ainsi, vous savez, les personnes qui contrôlent actuellement l'île de Taïwan. Et leurs soutiens occidentaux, dont fait partie le Financial Times, c'est qu'ils ne veulent pas laisser apparaître la moindre fissure dans ce récit. Et pour les jeunes à Taïwan en particulier, il est important de comprendre que tout ce qu'on leur a dit sur cette grande nation, dont, comme cette dame du Kuomintang l'a justement rappelé, ils font partie, tout ce qu'on leur a dit à son sujet est faux. C'est probablement ce que cette personne a découvert. Il vient juste de se rendre en Chine, il a fait un voyage sur le continent et il l'a vu de ses propres yeux. Et cela aura un effet. Maintenant, si je peux en venir au rapport de la RAND Corporation. RAND est très importante.
RAND est le think tank américain par excellence. C'est le grand centre d'analyse. Elle fournit des analyses de politique étrangère au gouvernement des États-Unis. Et le fait qu'elle publie un rapport comme celui-ci, qui dit en substance à l'administration, écoutez, la confrontation avec la Chine ne sert absolument pas les intérêts de l'Amérique. Nous devons trouver un moyen de vivre et de travailler avec la Chine, d'entretenir une relation stable avec elle. Et nous devons trouver un moyen de mettre de côté le problème de Taïwan. Tout ce discours sur la défense de Taïwan, que nous entendions autrefois de Joe Biden, est vraiment contre-productif, doit être abandonné, et nous conduit vers une confrontation que nous ne pouvons pas gagner. Je veux dire, quel que soit le vainqueur de cette confrontation, s'il y en a un, ce ne sera pas les États-Unis. C'est important, et cela montre qu'il existe au sein de l'establishment de la politique étrangère américaine des personnes sensées et rationnelles qui comprennent la nécessité de modifier la politique envers la Chine. Et le RAND est connu pour être très étroitement lié au Council on Foreign Relations. Et c'est le groupe le plus prestigieux des États-Unis qui discute de politique étrangère. Ce n'est donc pas à négliger, et c'est très important. Mais je dois ajouter une mise en garde ici, car il y a environ 2 ans, après le début de la guerre en Ukraine, la RAND a commencé à publier toute une série d'articles sur la relation entre les États-Unis et la Russie. Et ces articles formulaient de nombreux arguments similaires à ceux que nous lisons dans cet article sur la Chine. Que les États-Unis ne tirent aucun avantage d'une confrontation longue et prolongée avec la Russie. Que le conflit en Ukraine, son issue, n'est pas le véritable enjeu, mais que la perspective d'un conflit qui s'éternise le rendrait plus dangereux pour les États-Unis et que les conséquences pourraient être très néfastes pour eux. Plusieurs articles sont parus dans RAND qui, il s'est avéré, étaient soutenus par des membres du Council on Foreign Relations, en particulier une figure très importante en son sein, Thomas Graham, considéré unanimement comme l'un des grands penseurs de la politique étrangère américaine. Quoi qu'il en soit, ces articles préconisaient des mesures pour améliorer les relations avec la Russie. Cela ne s'est jamais produit. Je veux dire, les forces qui s'y opposent se sont toujours révélées plus fortes, y compris sous Trump, tout comme elles l'ont été sous Biden. Ainsi, un article, ou plutôt un rapport, appelons-le un rapport plutôt qu'un article, publié par RAND, ne peut pas être ignoré ou écarté. Mais il ne faut pas non plus en conclure que cela signifie assurément que la politique américaine va changer. Mais en réfléchissant simplement du point de vue des États-Unis, si Trump veut jouer cette carte, Taïwan est une carte importante, mais s'il veut la jouer, je pense qu'il doit le faire dès que possible. Autrement dit, il fait une promesse, un engagement envers le gouvernement chinois en disant que les États-Unis vont rester en dehors de tout cela. Faites ce que vous avez à faire, nous resterons à l'écart. C'est quelque chose que, selon moi, la Chine accueillerait très favorablement. Et en retour, il pourrait obtenir quelque chose, des terres rares, du soja ou autre chose. Il ne peut pas demander quelque chose en retour. Mais plus il attend, moins il devient pertinent pour les États-Unis de dire « nous n'interviendrons pas ». On atteindra un point où que les États-Unis s'en mêlent ou non, la Chine n'en aura plus rien à faire. À ce moment-là, cette carte ne vaudra plus grand-chose. Je ne pense même plus que ce soit une carte. C'est pourquoi, à mon avis, il est dans l'intérêt des États-Unis d'aborder la question de Taïwan et de préciser clairement « nous ne faisons rien, faites ce que vous voulez. Nous resterons en dehors de tout ça. » Vous avez tout à fait raison. Encore une fois, c'est l'approche rationnelle que les États-Unis devraient adopter. Et oui, je pense que si les États-Unis agissaient comme vous l'avez décrit,
Si Donald Trump agissait comme vous l'avez exposé, cela réduirait considérablement la tension dans la relation entre la Chine et les États-Unis. La Chine offrirait effectivement des contreparties, du soja, un accès aux terres rares, car, au fond, pourquoi ne le ferait-elle pas? Je veux dire, pourquoi la Chine ne le ferait-elle pas? Donc oui, c'est une possibilité sur la table. Cependant, il y a des problèmes, et je vais revenir au cas russe, car c'est celui que je connais le mieux. Les Russes, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, nous ont maintenant fourni un compte-rendu très détaillé de la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska, à Anchorage. Et c'est quelque chose dont les gens en Chine, y compris le gouvernement, devraient être pleinement conscients. Xi Jinping et Wang Yi sont parfaitement au courant, car après Anchorage, Poutine a appelé Xi Jinping et l'a informé en détail des discussions qui s'y étaient tenues. Quoi qu'il en soit, voici ce qui s'est passé. À l'approche du début du mois d'août, Trump a envoyé Steve Witkoff, son émissaire. Et Witkoff est venu avec une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qu'il a remise à Poutine. Nous ne connaissons pas tous les détails de cette proposition, mais nous savons deux choses, car les Russes en ont confirmé une, et il y a eu de nombreux commentaires médiatiques sur l'autre. La première était que l'Ukraine ne deviendrait jamais membre de l'OTAN, que cette question était réglée une fois pour toutes. Le deuxième point était qu'en échange du retrait de l'armée ukrainienne du Donbass, des deux régions de Louhansk, les Russes seraient disposés à faire preuve de plus de flexibilité sur d'autres questions territoriales et à arrêter leur avancée dans les deux autres régions, Zaporizhia et Kherson. C'était la proposition que Witkoff avait apportée à Poutine à Moscou. Witkoff dit à Poutine, « Organisons une rencontre avec Trump, entre vous et Trump, pour régler cela. » Poutine accepta. Jusqu'à ce moment-là, il avait résisté à l'idée d'une rencontre avec Trump. Ils se sont rencontrés à Anchorage. Poutine alors, et c'est ce que dit Lavrov, passa en revue la proposition que Witkoff lui avait remise, clause par clause, étape par étape. Il demanda à Witkoff assis à côté de Trump, « Est-ce exact? Est-ce juste? Ai-je bien compris? » Et Witkoff à chaque fois répondit par l'affirmative. Et puis, à la fin, Poutine a dit à Trump, « J'ai tout entendu. Je comprends que c'est l'accord que représente votre proposition. Nous en avons discuté en Russie. Nous sommes d'accord. Oui, nous acceptons réellement cette proposition que vous avez faite. » À la grande surprise des Russes, Trump a répondu, « Eh bien, je dois partir et en parler à d'autres personnes à Washington, puis je reviendrai vers vous. » Puis il est parti, et les Russes ont attendu. Et attendu. Ils ont commencé à appeler et à dire, « Eh bien, vous savez, c'est votre proposition, qu'en faites-vous? » Et il a répondu, « Eh bien, en fait, je ne suis plus disposé à aller de l'avant avec cette proposition. » Et moi, je veux plutôt un gel des lignes de conflit existantes, puis des négociations sur toutes ces autres questions, y compris l'OTAN. En attendant, je pense à envoyer des Tomahawks à l'Ukraine, et je vais sanctionner vos compagnies pétrolières, pour le mieux. C'est donc pour cela que j'explique tout cela en Chine, que vous pouvez obtenir une rencontre avec Trump, au cours de laquelle il acceptera toutes ces choses. Il vous dira, absolument, je suis tout à fait d'accord. Taïwan fait partie de la Chine. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez régler cela entre vous. Et en échange, la Chine accepte d'acheter plus de soja et d'assouplir les exportations de terres rares. Et dès que vous faites cela, Trump retourne à Washington et renverse sa position. La Chine doit donc être très très prudente. Nous avons une expression en Angleterre, celui qui soupe avec le diable doit avoir une très longue cuillère. Il faut que tout soit clairement établi et consigné par écrit, ce que les Russes n'ont pas fait lors de la rencontre à Anchorage. Je pense que les Chinois doivent être extrêmement prudents.
Je suis sûr que Xi Jinping et Wang Yi le seront, car ils savent ce qui s'est passé à Anchorage. Et si vous recevez ce genre de proposition précise de la part de Trump, vous devez au minimum insister pour qu'il la formule clairement et la rende publique. Il doit sortir, parler aux caméras, dire aux membres du Congrès, Taïwan est le problème de la Chine. Ce n'est pas celui des États-Unis. Et à ce moment-là, vous pourriez vraiment commencer à avancer sur les questions commerciales plus substantielles, les concessions dont nous parlions. Je suis surpris qu'il ne soit pas plus ouvertement en colère à propos de tout ça. Pour moi, on dirait que je le serais. Enfin, extrêmement frustré. C'est juste... Les Russes sont furieux. Les Russes, quand ils sont en colère, le sont à leur manière. Et encore une fois, il n'est pas toujours facile de déchiffrer leurs signaux. Je veux dire, je vais vous donner un exemple. Poutine a donné une conférence de presse, au cours de laquelle, pour la première fois, il a évité de mentionner le nom de Trump. Il a constamment parlé du président des États-Unis. Il a fait tout son possible pour ne pas l'appeler Trump. Et bien sûr, il ne l'a certainement pas appelé Donald. Quand on pense à ce type, vous savez, dans le style russe, c'est un signe de très forte colère. Mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je suis sûr qu'il existe en union ce contact constant entre Pékin et Moscou. Et je pense que Xi Jinping sera pleinement informé de tout cela. J'ai le sentiment qu'il ne participe jamais à une réunion sans une préparation approfondie. Le problème avec l'Alaska, c'est que cela n'avait pas été correctement préparé à l'avance. Il aurait dû y avoir, vous savez, des réunions appropriées comme celles qui ont eu lieu entre Besson et Hurt pour préparer cette rencontre avec Xi Jinping. Il aurait dû y avoir quelque chose de ce genre. Et les Russes ont commis l'erreur de ne pas le faire. Je ne crois pas que les Chinois feront la même chose. Puisque nous parlons de la Russie, l'une des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est lorsque je lisais le livre d'Annie Jacobsen, La guerre nucléaire, un scénario. Bien sûr, c'est une fiction, une histoire inventée, mais j'avais une question à ce sujet. Dans le livre, le scénario est que la Corée du Nord envoie une bombe nucléaire aux États-Unis, en lâche réellement une. Et en retour, bien sûr, les États-Unis doivent immédiatement riposter. Mais la manière dont ils le font, c'est en lançant un missile balistique intercontinental transportant une ogive nucléaire en direction de la Corée du Nord. Il va traverser l'espace aérien russe, donc ils veulent contacter la Russie pour expliquer qu'il ne va pas tomber sur leur pays, qu'il ne fait que passer. Si c'était un scénario réel, si j'étais le président russe, or, dans le livre, ils n'ont jamais réellement contacté, ni même trouvé le président russe parce que les Russes ne voulaient pas en parler. Bref, si c'est ce qui s'était passé, si quelqu'un était à la place de Poutine, pourquoi ferait-il confiance au fait qu'il ne ferait que traverser la Russie? Comment le pourrait-il, n'est-ce pas? Impossible. Impossible. Je veux dire, c'est hors de question. C'est encore une fois un scénario totalement fantaisiste. Il est difficile d'imaginer la Corée du Nord, pour une raison inconnue, lancer une attaque contre les États-Unis. Il faudrait une montée massive des tensions et toutes sortes de raisons pour en arriver là, ainsi qu'une intense activité diplomatique avant d'en arriver à ce point. Mais supposons que nous soyons dans un tel scénario catastrophique. Comme vous le dites à juste titre, la confiance a complètement disparu. Il n'y a plus de confiance entre les Russes et les Américains. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne crois pas que Poutine puisse rencontrer Trump à nouveau. Encore une fois, les Russes ont clairement indiqué que le sommet de Budapest avait été proposé par Trump. Poutine n'y avait jamais formellement consenti. Il y a eu des discussions à ce sujet, mais cette fois, les Russes ont insisté sur le fait qu'il fallait une préparation bien plus minutieuse que celle qui avait précédé le sommet en Alaska. Et c'est pour cette raison
que Trump l'a essentiellement annulé. Il n'y a donc aucune confiance. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de confiance, et je dois le dire, entre la Chine et les États-Unis non plus. Je pense que les Chinois, prudents comme ils le sont, voudront que tout soit clairement défini. Ils ne voudront d'aucune ambiguïté, nulle part. Eh bien, je viens de voir que la Chine l'a confirmé. Trump en parle depuis un moment déjà qu'il va avoir une réunion, mais la Chine a attendu assez tard pour le confirmer. Je pense que c'est parce qu'il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée avant la toute dernière minute. Oui. Donc cela montre qu'il n'y a pas de confiance, d'accord? C'est juste... Mais avant que nous... Je veux dire, normalement, lorsque deux dirigeants comme Trump et Xi conviennent de se rencontrer, l'annonce est faite simultanément. Ouais. Ce que Trump, il a fait cela avec le sommet de Budapest, et il a fait la même chose avec le sommet d'Alaska. Il l'a annoncé en premier, avant que l'autre partie n'ait donné son accord. Et bien sûr, nous avons vu ce qui s'est passé en Alaska. Il a fait la même chose avec la Chine à propos de la rencontre avec Xi Jinping. Il l'a annoncé en premier et a donné l'impression que le sommet avait déjà été convenu. Eh bien, je suis sûr que ce n'était pas le cas. Je pense que les Chinois voulaient que les rencontres entre lui et Blinken aient lieu avant d'accepter le sommet, et ils voulaient voir dans quelle direction tout cela allait. Maintenant que les rapports ont été ramenés à Pékin et discutés là-bas, la Chine est en mesure de confirmer la rencontre. Mais ils vont arriver à cette réunion extrêmement bien préparés. Ils auront chaque point prêt, et nous verrons comment la rencontre se déroulera. Ouais. Et j'ai juste l'impression qu'en ce moment, on ne peut faire confiance à rien de ce que disent les responsables américains. Besson a affirmé que la Chine avait accepté de reporter d'1 an le contrôle sur les minéraux de terres rares et qu'en échange, les États-Unis abandonneraient les droits de douane de 100%. Et bien sûr, tu m'as envoyé ce lien où le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a essentiellement tout démenti. Franchement, j'ai du mal à croire que c'est ce qu'ils avaient convenu. Mais Besson est quand même sorti pour le dire, ce qui est encore une fois un mensonge. Mais j'imagine qu'ils font ça tout le temps, non? Ils s'emballent, prétendent avoir remporté une sorte de victoire, puis essayent de l'imposer à la Chine ou quelque chose comme ça, non? Eh bien, absolument. Vous avez tout à fait raison. Ils font ça tout le temps. Ils exagèrent et surmédiatisent constamment les avancées qu'ils sont censés réaliser. Nous voyons déjà les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza s'effondrer. Ils font ça tout le temps. Mais bien sûr, il y a un côté plus sinistre, car ce qu'ils essaient de faire, c'est de façonner le récit. Ils annoncent qu'une rencontre entre Trump et Xi Jinping va avoir lieu avant que les Chinois n'aient donné leur accord, et cela vise à les pousser à accepter. Ils annoncent également que la Chine a accepté de reporter d'1 an la réglementation sur les terres rares. C'est probablement quelque chose que les Américains veulent discuter. Mais en laissant entendre que les Chinois ont déjà donné leur accord, on voit bien ce qui se passe. Je veux dire, c'est le genre de choses que, d'ailleurs, ce n'est pas seulement Trump qui agit ainsi. C'est le point que je veux souligner. Ce n'est pas seulement lui. J'ai eu de nombreuses relations avec les Américains. Bien des fois, des entreprises et sociétés américaines ont vécu cette expérience. Vous sortez d'une réunion où vous vous êtes mis d'accord sur quelques points et ils reviennent en laissant entendre que vous êtes d'accord sur tous les points. Ensuite, ils passent des coups de fil à tout le monde en disant « Regardez, regardez, nous avons fait une percée. » Nous nous sommes mis d'accord sur tous les grands points. Et cela te place alors dans une position très difficile, ou potentiellement très difficile. Je m'y suis habitué, donc je n'en étais plus embarrassé. Mais au final, tu te retrouves à devoir nier que ce que disent les Américains est vrai.
C'est très typique du style de négociation que les Américains aiment pratiquer. Et c'est en réalité profondément frustrant. Je peux comprendre que cela fonctionne aux États-Unis, tu sais, pour les affaires immobilières, les transactions à Wall Street ou autres, mais cela ne fonctionne pas avec la Chine. Et je pense que c'est ce que les Américains ont beaucoup de mal à comprendre. Eh bien, je ne pense pas que même aux États-Unis, dans l'empire de l'IA, ce livre, apparemment Sam Altman est comme ça, il parlait à différents membres du conseil d'administration de divers sujets, puis il annonçait qu'ils étaient tombés d'accord sur ceci ou cela, alors que ce n'était pas le cas. C'est ce qui a mis les membres du conseil en colère. Il disait à un membre que tel autre avait déjà accepté quelque chose, puis il disait à quelqu'un d'autre « Oh, nous sommes d'accord », et ainsi de suite. Ensuite, les membres du conseil se réunissaient, discutaient et se rendaient compte que ce n'était pas ce qui s'était passé. C'est pour cela qu'il a été brièvement, souvenez-vous, le conseil l'a brièvement renvoyé. La raison, c'est qu'il inventait sans cesse des histoires sur ce que les membres du conseil auraient accepté. Ça m'est déjà arrivé. Je veux dire, je ne sais pas comment les gens en Amérique apprennent à faire ça, mais c'est quelque chose de très typique des affaires américaines. Je n'ai en réalité jamais eu de relation directe avec des entreprises chinoises, mais je suis sûr qu'elles ne fonctionnent pas de cette manière. Je ne peux pas imaginer qu'elles le fassent. D'après tout ce que j'ai entendu d'autres personnes, d'après ce que disent les Russes, ils sont extrêmement prudents. Ils examinent tout point par point, étape par étape. Ils sont totalement francs. Et parfois, en privé, ils peuvent être très très directs, apparemment. Je veux dire, vous savez, les Chinois sont réputés pour leur politesse, mais cela ne veut pas dire que s'ils le doivent, ils ne seront pas directs et précis eux aussi. C'est donc une compréhension complètement différente. Parfois, les Chinois peuvent être très francs et très directs. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Oh, je ne t'ai pas vu depuis un moment. Tu as pris un peu de poids. » Vous savez, les gens disent ce genre de choses. Très direct. J'ai entendu, je me souviens de mon beau-frère qui a vécu en Chine pendant de nombreuses années et qui vit maintenant à Hong Kong. Il m'a dit à maintes reprises que, oui, ils sont très polis, mais qu'ils sont aussi très francs et très directs. Vous savez, tu devrais perdre un peu de poids, ou quelque chose comme ça, quelque chose qu'on ne dirait jamais en Occident. Oui. Bon, avant d'entrer dans tous les détails concernant le voyage de Trump et la réunion à venir, pouvez-vous expliquer un peu ce qu'était l'accord du Plaza de 1985? Parce que c'était un peu une situation similaire, non? Il y avait un énorme déficit avec lequel les États-Unis n'étaient pas à l'aise. Alors, ils ont négocié avec plusieurs pays. Pouvez-vous expliquer le contexte et ce qu'ils ont accompli? Oui, le pays clé, bien sûr, était le Japon, bien que d'autres pays asiatiques aient également été impliqués à cette époque. Les États-Unis, à certains égards, se trouvaient dans une situation quelque peu similaire à celle d'aujourd'hui, en ce sens qu'il existait des inquiétudes concernant l'économie américaine, qui par rapport au reste du monde en 1985 était bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'Amérique détenait une part beaucoup plus grande de la production manufacturière et industrielle mondiale. Mais quoi qu'il en soit, il y avait à cette époque une certaine inquiétude. Une inquiétude largement répandue, en réalité, selon laquelle l'Amérique commençait à prendre du retard. Il y avait des inquiétudes selon lesquelles le Japon, affichant un excédent commercial de plus en plus important avec les États-Unis, possédait une économie qui connaissait une croissance très rapide depuis les années 1950 et qui, sans tout à fait atteindre la taille de celle de l'Amérique, devenait inconfortablement grande du point de vue américain. Et point essentiel,
Le Japon commençait à dépasser les États-Unis dans certains domaines technologiques. Notamment, cela surprendra certains, nous parlons de 1985, les semi-conducteurs. Le Japon, à cette époque, croyez-le ou non, disposait d'une industrie assez importante dans ce secteur. Les Américains ont donc fait tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils avaient essentiellement menacé d'imposer des restrictions sur les importations japonaises et commencé à exercer toutes sortes de pressions politiques. Bien sûr, le Japon, en tant qu'allié des États-Unis, comptait de nombreux dirigeants politiques qui, de toute façon, étaient assez réceptifs à la pression américaine. C'est quelque chose qui est différent aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, cela existe beaucoup moins. Ils se sont donc réunis à l'hôtel Plaza à New York, le célèbre hôtel Plaza, qui, je crois, n'existe plus en tant qu'hôtel. Il a été transformé en immeuble d'appartements. Mais peu importe les appartements, peu importe. Quoi qu'il en soit, ils se sont tous réunis et en gros, l'accord a été conclu. Et l'accord prévoyait que le Japon ouvrirait son économie à la finance américaine afin que l'argent américain puisse commencer à s'y investir. Qu'il y aurait une levée des restrictions sur les investissements américains au Japon, sur la capacité des États-Unis à acheter des actions dans les institutions financières japonaises. C'était l'un des principaux facteurs. Et bien sûr, l'autre aspect était que le Japon permettrait à sa monnaie de s'apprécier par rapport au dollar. Il y avait de nombreuses affirmations, probablement fondées, selon lesquelles le Japon gérait sa monnaie afin de rester compétitif. Et on s'attendait à ce qu'il y mette fin et, comme je l'ai dit, qu'il ouvre son économie. Les Américains aiment toujours dire « ouvrez votre économie ». Et voici l'autre point. Orienter le pays vers un modèle davantage fondé sur la consommation. C'est exactement la même rhétorique que l'on entend aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ils ont tout fait. Le Japon a donc essentiellement capitulé. Il a accepté toutes les conditions. Le résultat immédiat a été une véritable explosion. L'argent a afflué vers les États-Unis et dans le reste du monde. À mesure que les contrôles financiers au Japon étaient levés et que la planification était pratiquement abandonnée, une immense bulle immobilière s'est formée, détournant les investissements de la partie productive de l'économie, l'industrie manufacturière, vers l'immobilier. Le yen a grimpé, le marché boursier a monté et l'excédent commercial japonais avec les États-Unis a diminué. Tout cela, bien sûr, s'est terminé par un crash. Ce crash a laissé une montagne de dettes. Mais à ce stade, les transformations de l'économie japonaise étaient si profondes qu'il était impossible de revenir à l'ancien modèle. Et le Japon est resté pratiquement stagnant depuis lors. Cela a détruit tout l'élan d'investissement industriel que le Japon avait réussi à bâtir dans la période suivant la Seconde Guerre mondiale. L'un des effets, c'est que dans secteur après secteur, où le Japon possédait autrefois une force considérable, voire un leadership, la construction navale, les semi-conducteurs, ce genre d'industrie, le Japon d'aujourd'hui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Je sais qu'en Chine, l'histoire des accords du Plaza est très connue et largement débattue, comme elle devrait l'être. J'ai lu des articles dans les médias chinois où l'on affirme que la Chine ne doit jamais commettre la même erreur que le Japon. Et je ne pense pas qu'elle le fera. Eh bien, cela explique probablement que ce que les États-Unis essayent de faire maintenant, c'est essentiellement ce qu'ils ont fait au Japon. Sauf que cette fois, c'est à la Chine, n'est-ce pas? Ils veulent que la Chine capitule. Et cela explique aussi pourquoi la Chine ne peut pas capituler, car l'exemple à ne pas suivre est juste sous leurs yeux. Les Japonais ont perdu, on parle des décennies perdues, ou peu importe, après les accords du Plaza. Donc, cela nous amène à ce qui se profile. Tout d'abord, Besson et Feng ont eu une réunion en Malaisie. Penses-tu que c'était
Enfin, on n'a pas beaucoup d'informations, on ne peut pas simplement se fier à ce que Besson a dit, n'est-ce pas? Et la Chine n'a pas dit grand-chose non plus, donc on ne sait pas grand-chose. Mais quel est ton sentiment à propos de cette réunion? Encore une fois, les Américains exagèrent. Je veux dire, Besson arrive et dit que c'était une réunion extrêmement constructive, que tout s'est merveilleusement bien passé, que les Chinois ont accepté toutes sortes de choses. Puis je vais voir ce qu'il a dit et ce que d'autres responsables chinois ont déclaré. Ils sont bien plus réservés à ce sujet. D'après ce que je peux en juger, j'ai le sentiment que ce que nous allons probablement voir, c'est une prolongation de ce qui avait essentiellement été convenu en septembre à Madrid, avec quelques petits ajouts. Vous savez, la Chine pourrait accepter d'acheter un peu plus de soja, ce genre de choses. En d'autres termes, rien de vraiment substantiel. Et ce qui doit vraiment se produire, comme nous en avons déjà discuté dans des émissions précédentes, c'est que s'il doit y avoir un accord, un véritable accord commercial, il doit être négocié correctement. Je pense que c'est ce à quoi la Chine s'attendait après Madrid, que les États-Unis nomment une équipe de négociation et que la Chine ait la sienne prête. Il y aurait plusieurs grandes séries de négociations, un processus structuré en bonne et due forme, et finalement, après de nombreuses discussions et allers-retours, nous aboutirions à un véritable accord commercial. D'après ce que je peux voir, rien de tel ne se produit. Et oui, la Chine acceptera de rencontrer. Xi Jinping rencontrera Trump. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il est toujours important de maintenir le contact avec le président américain. Je pense qu'il sera extrêmement prudent. Il essaiera d'expliquer les choses comme il le fait toujours. Vous savez, quand on lit les comptes rendus du ministère chinois des Affaires étrangères, on a l'impression de suivre des tutoriels destinés à apprendre aux Américains comment aborder ces questions. Et il y en aura beaucoup de ce genre. Les Chinois vont insister très fortement sur Taïwan, comme je l'ai dit, et quand je dis insister très fortement, je veux dire que fondamentalement, ce qu'ils diront aux Américains, c'est « tenez-vous-en à ce que vous avez déjà promis ». Vous l'avez promis dès les années 1970 et depuis. C'est tout ce que nous vous demandons de faire. Nous n'en demandons pas plus. Nous parlons de ce qui a déjà été convenu il y a longtemps. Mais je pense que Xi voudra expliquer cela aux Américains. Et je doute que nous obtenions beaucoup plus. Nous aurons donc probablement cela pendant encore un an, peut-être une pause commerciale. Et une pause commerciale d'un an d'ailleurs, c'est une victoire pour la Chine. Parce que souvenez-vous, ce sont les Américains qui se sont lancés dans cette folie des tarifs, pas les Chinois. Ce sera donc une victoire pour la Chine. La Chine peut utiliser cette année pour diversifier encore davantage son commerce, ce qui dans un an la placera dans une position encore plus forte que celle qu'elle occupe actuellement. Cela permettra à Trump de se sortir des problèmes qu'il s'est créés lui-même, mais ce ne sera pas la fin définitive et concluante de ce problème. Je pense que dans un an, je ne serai pas surpris que nous ayons une conversation similaire. Eh bien, Trump a dit que les États-Unis allaient conclure un bon accord avec la Chine. C'est ce qu'il a déclaré, je crois, il y a 2 jours ou quelque chose comme ça. Le Wall Street Journal en a parlé. Ils ont dit que selon leurs sources, les États-Unis allaient supprimer ou du moins réduire considérablement les droits de douane liés au fentanyl sur de nombreux produits chimiques chinois. Vous savez, des ingrédients et ce genre de choses. Ils ont essentiellement utilisé la question du fentanyl pour justifier davantage de droits de douane. Je veux dire, le fentanyl est un problème américain, mais Trump en rejette toujours la faute sur la Chine. Eh bien, il le présente comme une concession. Oui. Quelque chose, une concession, alors qu'en réalité, c'est un recul.
Ils ont imposé ces tarifs sur un prétexte complètement fallacieux. Ils se retrouvent maintenant sous une pression considérable à cause des terres rares, du nickel, qui, soit dit en passant, provoque une crise dans l'industrie automobile européenne. On dit que la production de Volkswagen est désormais pratiquement à l'arrêt. Ils ont donc créé tous ces problèmes. Et maintenant, ils disent « achetez quelques tonnes de soja et nous réduirons ces tarifs », tout en faisant semblant devant tout le monde que vous n'exportez pas ou que vous faites davantage concernant le problème du fentanyl. Le problème du fentanyl n'a rien à voir avec la Chine. Je me suis penché sur la question, d'ailleurs. J'ai même demandé à des personnes que je connais et qui comprennent bien ce sujet. Si vous voulez savoir où se trouve la principale source de fentanyl, ce n'est pas très loin de la Grande-Bretagne. Les personnes qui en sont essentiellement responsables se trouvent aux Pays-Bas, pour ainsi dire. C'est ça. Ouais, pas qu'ils le disent. Ouais. Je veux dire, les drogues de synthèse et tout ça, c'est essentiellement le point d'origine. Évidemment, dans les États d'Amérique latine, beaucoup de cartels se sont fortement engagés dans ce domaine, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont acquis le savoir-faire auprès des Néerlandais. Et les Pays-Bas, d'ailleurs, possèdent des réseaux criminels très bien organisés qui sont tous interconnectés entre eux. Je ne veux pas m'attarder sur ce sujet annexe. Le point essentiel, c'est que cela n'a rien à voir avec la Chine. Si vous connaissiez un peu l'histoire chinoise et la manière dont les Chinois perçoivent le trafic de drogue en général, vous sauriez qu'il est inconcevable que la Chine, parmi tous les pays, soit impliquée dans ce genre d'affaires. Eh bien, leur argument, j'ai vu certaines personnes dire que puisque la Chine a sa propre histoire avec la drogue, il est inconcevable pour eux de croire que la Chine ne peut pas faire davantage pour aider les États-Unis. Vous voyez, c'est leur argument. Oui, c'est leur argument, et je l'ai vu et entendu. Il repose sur une incompréhension totale, un échec profond à saisir comment les Chinois ressentent et pensent ces questions. Je veux dire, tu sais, quand j'entends des gens parler ainsi, je lève simplement les bras au ciel, désespéré. Donc tu vois, ils ne font qu'inventer une raison après l'autre pour blâmer la Chine pour ce problème. Maintenant, l'autre point, selon le Wall Street Journal, c'est qu'ils vont réduire les frais portuaires pour les deux parties, car la Chine facturait également les États-Unis, non seulement les grandes entreprises, mais aussi les navires appartenant à ou financés par des Américains. Donc c'est un autre élément. Et encore une fois, un retrait américain. Je veux dire, revenons à M. Besson. Il parle de Lee Chang-gang, je crois que c'était son nom, le fonctionnaire de Charlie, qui a été décrit comme déséquilibré d'une certaine manière, parce qu'il avait souligné que les Américains imposaient ces taxes sur les navires construits en Chine, arrivant dans les ports américains. Ce sont les Américains qui ont commencé cela. C'était une chose scandaleuse à faire. Ce n'était pas une question de commerce. C'était une attaque directe contre l'industrie chinoise de la construction navale. Bien sûr, les Chinois ont réagi fermement. La Chine a alors pris des mesures de rétorsion et les Américains se sont retirés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ensuite, encore une fois, ils ont dit, vous savez, que nous avions conclu une sorte de merveilleux accord avec les Chinois à ce sujet. Donc, comme je l'ai dit, on l'emballe, on fait semblant d'être parvenu à un accord, alors qu'en réalité, on recule. On revient sur cette chose totalement inacceptable que l'on avait faite auparavant. Oui, et une chose de plus, Jensen Huang de Nvidia va aussi en Corée du Sud. Il a dit que Trump lui avait demandé de venir. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là aussi, on verra bien. Mais j'ai l'impression que... Enfin, je ne suis toujours pas très confiant quant à la conclusion d'un accord substantiel. Je ne suis pas très confiant. Je ne vais plus être confiant quant à la possibilité d'un accord.
N'est-ce pas intéressant? Alors il vient, il rencontre Trump, et Trump dit, écoute, tu peux récupérer ton entreprise pour que nous puissions commencer à obtenir toutes ces puces. Que disent les Néerlandais? Exactement quoi? Je veux dire, si nous entrons dans ce genre de scénario, pourquoi d'autres Trump voudrait-il que cet homme soit en Corée du Sud, qu'il veuille le rencontrer, si ce n'était pas pour lui dire quelque chose comme ça? Si cette rencontre a vraiment lieu, je veux dire, les Néerlandais vont passer pour des idiots complets. Eh bien, ils sont dans une situation très difficile en ce moment, n'est-ce pas? Que devraient-ils faire? Je veux dire, la Chine est déjà passée à autre chose. La Chine a déjà commencé à contacter certains des grands constructeurs automobiles en disant « Nous pouvons commencer à négocier les puces maintenant ». Donc, quoi que le gouvernement néerlandais ait pris, la partie Nexperia finira par devenir sans importance. Je veux dire, eh bien, absolument. Absolument. Eh bien, je veux dire que les Néerlandais se trouvent dans une position très difficile, une position dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés. Ils auraient dû dire aux Américains, écoutez, il s'agit d'une entreprise parfaitement légale, commerçant de manière légale, elle respecte toutes les règles. Toute cette histoire de sécurité nationale est fallacieuse et elle n'interférera pas avec les accords commerciaux et les relations d'affaires des Pays-Bas avec un autre pays, à savoir la Chine et les ressortissants de ce pays. Si les Pays-Bas avaient adopté cette position, qui est simple, et qu'un pays digne de ce nom aurait adopté, ils ne se trouveraient pas dans cette situation difficile aujourd'hui. C'est difficile, je ne sais pas. Tom est très doué, avant tout, pour inventer des histoires, afin de créer des récits, des leviers de négociation, n'est-ce pas? Comme l'affaire du fentanyl, c'est presque sorti de nulle part. Et puis, concernant les puces, je suppose que l'idée générale est que pour les puces haut de gamme, ils ont interdit la vente à la Chine. Et maintenant, Jensen Huang chez Nvidia se retrouve dans une situation compliquée, car ils ne veulent vraiment pas perdre le marché chinois. C'est probablement en partie pour cette raison que Trump essaie maintenant de faire en sorte que cela revienne vers la Chine ou quelque chose du genre. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'aller en Corée du Sud. Et ensuite, les puces bas de gamme et de milieu de gamme sont maintenant perturbées à cause de toute la situation avec le gouvernement néerlandais. Donc, on dirait que c'est juste un fiasco après l'autre. C'est sans arrêt, quoi qu'on essaie de faire. Oui, c'est ça. Eh bien oui, je veux dire ce que Trump est, c'est un individu très manipulateur. Il est très manipulateur. Il cherche toujours les points faibles et essaie de les exploiter. Il ne réfléchit jamais vraiment à ces choses, ni ne les fait de manière directe. Maintenant, ce que l'on constate avec des gens comme ça, j'en ai croisé dans ma vie d'ailleurs, si vous faisiez le genre de travail que je faisais, vous en rencontriez tous les jours. C'est qu'au début, ils peuvent gagner. Mais quand les gens les comprennent, ce qui arrive très très vite, ils découvrent qu'ils ne peuvent plus du tout gagner, parce que plus personne ne leur fait confiance. Oui, je pense que c'est probablement le plus grand défi lorsqu'on négocie avec les États-Unis en ce moment. Je ne pense tout simplement pas que quelqu'un fasse confiance aux États-Unis. Comment travailler avec quelqu'un comme ça? Eh bien, tout à fait. Exactement. Alors, parlons de la Russie. La Russie possède, j'ai vu que toi et Alex en parliez, cette nouvelle arme, je suppose très puissante, le Westernik. Peux-tu expliquer à mon public chinois de quoi il s'agit et pourquoi c'est important? Oui, encore une fois, nous ne connaissons pas exactement toutes ses caractéristiques, mais il s'agit d'un missile de croisière. Il est plus grand que la plupart des missiles de croisière, mais pas énormément plus grand, environ 1,5 fois la taille d'un missile Tomahawk. Et il ressemble à un missile Tomahawk.
Mais contrairement aux missiles de croisière plus conventionnels, qui utilisent un moteur d'avion ordinaire alimenté par des combustibles fossiles classiques, essence à haut indice d'octane et tout le reste, l'Oreshnik est propulsé par un réacteur nucléaire miniature. Et c'est ce réacteur nucléaire à très petite échelle qui est intéressant. Et ça signifie que vous avez un missile de croisière apparemment partiellement furtif. Il est dérivé du Tomahawk. Et comme il est propulsé par l'énergie nucléaire, il dispose pratiquement d'une portée illimitée. Enfin, il ne faut pas dire illimitée, car toute machine finit par tomber en panne, mais c'est presque le cas. Il peut attaquer les États-Unis depuis n'importe quelle direction. Ainsi, un missile lancé, disons, depuis l'ouest de la Russie, pourrait traverser la mer Baltique, contourner le détroit, longer l'Afrique, puis attaquer les États-Unis depuis le Pacifique. Il pourrait le faire sans être détecté, et il semble fonctionner relativement près du sol. Il vole sans être repéré par les radars, donc ceux-ci ne peuvent pas le voir. Et l'autre chose qu'il peut faire, c'est qu'en période de tension, si les Russes craignent la possibilité d'une guerre, ils revenent ces missiles. Ces missiles peuvent rester en vol, tournoyant autour des États-Unis jusqu'à ce qu'ils reçoivent soit l'ordre de Moscou de revenir, soit celui d'attaquer. En tant que système d'armes, c'est extrêmement dangereux. Et le fait qu'ils puissent frapper les États-Unis depuis de nombreuses directions, et qu'ils puissent le faire en tant que missile de croisière furtif volant sous les radars, pose de sérieux problèmes au système de défense aérienne américain, qui n'est pas vraiment conçu pour faire face à ce type de menace. Il est conçu pour contrer les missiles balistiques, pas les missiles de croisière. Je veux dire, avec le temps, cela changera, mais c'est la situation actuelle. Cela dit, il reste beaucoup de questions sans réponse concernant ce missile en particulier. L'une d'elles concerne le système de réacteur nucléaire lui-même. Eh bien, l'une des choses que nous avons apprises, non pas des Russes, mais des Norvégiens qui ont effectué des tests, c'est qu'il n'y a eu aucun rejet radioactif, aucune émission de radiation. Et cela est très intéressant et très surprenant. Cela suggère qu'il s'agit d'un type de réacteur nucléaire à cycle fermé. Eh bien, ils existent, mais parvenir à le miniaturiser à ce niveau représente un exploit industriel et technologique majeur. Et cela pourrait avoir des implications au-delà du domaine militaire. Je veux dire, il se pourrait que cette technologie puisse aussi être utilisée dans l'économie civile. C'est donc intéressant, et il reste de nombreuses questions sans réponse à ce sujet, et personne ne semble savoir exactement comment cela fonctionne. Gardez à l'esprit que les réacteurs nucléaires doivent être refroidis. Alors, quel est le système de refroidissement? Je veux dire, il ne semble pas être refroidi par air, car si c'était le cas, cela entraînerait un rejet radioactif, et il ne semble pas y en avoir. Donc, c'est un premier mystère. Et l'autre mystère, c'est la façon dont ce missile est guidé. Je veux dire, ça paraît, vous savez, simple, mais apparemment ce n'est pas du tout simple. Il y a beaucoup d'incertitudes à ce sujet. Comment exactement il maintient le contact avec Moscou et ce qui se passe s'il perd le contact avec Moscou. Donc, beaucoup d'incertitudes à ce propos. Je ne vais pas prétendre avoir toutes les réponses, loin de là. Mais sur le plan technologique, c'est surprenant. Et cela semble être un grand pas en avant. Et cela pose effectivement des problèmes si les Russes parviennent à en lancer la production en série. Cela pose des problèmes pour les États-Unis. Maintenant, je dois dire une chose. Les Russes vont sans aucun doute partager cette technologie avec la Chine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, les Russes ont aussi besoin d'eux. Par exemple, les Russes ont besoin de l'aide chinoise pour certains types de radars à balayage électronique.
Il est donc connu qu'il existe un vaste échange technologique, et il n'est pas impossible que des ingénieurs chinois aient participé à ce développement. Il y a même certaines spéculations dans les médias russes selon lesquelles ce serait le cas. Eh bien, comme il y a tellement d'inconnus, je pense en fait que cela le rend dangereux, non? Parce qu'on ne sait même pas quelle est sa pleine capacité, ni de quoi il est capable. Mais une chose que je pense avec tous ces missiles maintenant, hypersoniques ci, hypersoniques là, c'est comme différentes versions de la même chose. Il me semble qu'il y a 2 points. Premièrement, le porte-avions n'est plus aussi puissant qu'avant, n'est-ce pas? Et deuxièmement, missiles autour de la Chine, par exemple, peuvent simplement chasser des missiles, n'ont même pas besoin de chasseurs. Pour moi, j'ai une compréhension assez basique, mais il me semble que tous ces missiles peuvent gérer cela. Et puis l'autre chose, c'est que les missiles peuvent désormais atteindre les États-Unis. Les États-Unis ont toujours eu l'avantage d'être éloignés du continent eurasien, ce qui leur permettait de semer le trouble ailleurs tout en restant à l'écart. Mais maintenant, puisque ces missiles peuvent atteindre les États-Unis en un laps de temps relativement court, ce n'est plus le cas. Les États-Unis ne peuvent plus simplement compter sur le fait que cela ne les touchera jamais. Exactement. C'est tout à fait juste. Maintenant, puis-je simplement dire rapidement, sur le premier point, que je suis heureux que vous ayez mentionné le danger de ces choses. J'espère ne pas avoir donné l'impression que je me réjouis du développement de ce missile. Je suis horrifié qu'il ait été mis au point. Je pense qu'il est extrêmement dangereux et profondément déstabilisant. Il va introduire une énorme incertitude. Et de l'incertitude naît toujours la peur. Nous voyons de plus en plus d'armes de ce type apparaître dans un monde où les États-Unis ont eux-mêmes démantelé toute la structure du contrôle des armements qui avait été négociée par les Américains et les Russes à partir des années 1960. Le dernier grand traité sur les armes stratégiques, le traité START, doit expirer en février et rien n'indique qu'il sera remplacé. Aucune négociation n'est en cours pour le prolonger. Poutine a proposé une prolongation d'1 an afin de laisser le temps d'engager des discussions. Les États-Unis n'ont montré aucun intérêt à ce sujet. Et comme nous l'avons évoqué, les Russes sont désormais tellement méfiants et soupçonneux envers les Américains qu'il est discutable de savoir si une quelconque négociation peut même commencer. Nous voyons donc apparaître toutes ces armes extrêmement dangereuses, et j'en suis horrifié. C'est la première chose à dire. La deuxième chose que vous avez dite est absolument vraie. Donald Trump vante sans cesse les capacités militaires américaines. Il affirme que l'Amérique possède les meilleurs porte-avions, les meilleurs missiles, les meilleurs sous-marins. Non seulement ce n'est pas vrai, mais en réalité c'est plutôt l'inverse. La Chine dispose de systèmes bien plus avancés que les États-Unis. Et vous avez tout à fait raison. Les systèmes d'armes sur lesquels les États-Unis se sont historiquement appuyés pour préserver leur domination, comme les porte-avions, sont désormais désespérément vulnérables. Il est impossible d'imaginer qu'ils survivraient très longtemps en cas de confrontation ouverte. Et en effet, le territoire continental des États-Unis est aujourd'hui menacé d'une manière qu'il ne l'a jamais été auparavant. Je ne pense pas que tout cela soit pleinement compris aux États-Unis, et Trump lui-même ne le comprend pas. Un jour, ils le comprendront. Et j'espère que ce qui les amènera à cette prise de conscience ne sera pas une terrible catastrophe. Mais on peut se demander comment l'Amérique réagira lorsqu'elle découvrira enfin qu'elle n'est plus aussi incontestée et dominante qu'autrefois. Ils sont tellement lents à comprendre ce genre de choses importantes. Je me demande s'ils sont vraiment incapables de comprendre ou s'ils refusent simplement de le faire. Je veux dire, c'est leur travail.
Ils doivent connaître ces choses, ils doivent comprendre. Bien sûr, Trump et les gens autour de lui doivent sans cesse le lui rappeler. C'est sérieux, mais on dirait qu'ils sont tous très détendus. Le gouvernement est toujours fermé et tout le monde... Je ne sais pas. Je veux dire, se cachent-ils derrière quelque chose ou font-ils simplement semblant de ne pas savoir? Enfin, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Tu sais, Sophia, c'est très caractéristique de ce qui se passe dans les pays occidentaux lorsque le déclin et la décadence s'installent. D'ailleurs, et encore une fois, je connais suffisamment l'histoire chinoise pour savoir qu'il y a une différence. Je veux dire, si tu regardes la chute des dynasties, ce furent des événements douloureux. Je connais très bien l'histoire de la chute de la dynastie Ming, et un immense effort a été entrepris au cours des 20 dernières années pour tenter d'inverser la tendance. Mais en Occident, c'est différent. Ce qui a tendance à se produire, c'est la complaisance. Un repli sur la cérémonie et le faste, un langage grandiloquent, des gens qui font semblant que les choses sont restées comme elles ont toujours été et qu'elles ne peuvent pas changer. Et généralement, quand cela arrive, vous savez, c'est le moment où les vrais problèmes se sont installés. Vous avez tout à fait raison. Une Amérique vivante, désireuse d'affronter ces défis, se comporterait d'une manière complètement différente de l'Amérique que nous voyons aujourd'hui. C'est quelque chose qui tient à la culture occidentale. J'ai souvent dit que la culture occidentale est en fin de compte une question de pouvoir. Et reconnaître que les choses ne vont pas bien revient à admettre que ce pouvoir est en déclin. Et c'est quelque chose que les Occidentaux trouvent presque impossible à faire, ne serait-ce que parce qu'ils craignent que, s'ils l'admettent, d'autres Occidentaux en profitent. Et peut-être que c'est vrai, nous n'en savons rien. Je veux dire, parfois, la raison pour laquelle beaucoup de pays occidentaux pensent que la Chine serait, eh bien, maintenant que la Chine est si puissante, que la Chine va... certains parlent par exemple de l'Australie. C'est parce que s'ils étaient aussi forts, ils le feraient. Je veux dire, n'est-ce pas comme ça qu'ils pensent, non? Oh, absolument. C'est tout à fait exact. Je veux dire, il leur est inconcevable que la Chine ne le fasse pas, parce que la Chine est si puissante. Donc, cela doit vouloir dire que le fait qu'il ne l'ait pas encore fait vient du fait qu'il joue un jeu très astucieux que nous n'avons pas encore réussi à comprendre. Mais c'est tout à fait ainsi que pense l'Occident. Le cessez-le-feu à Gaza, peut-on dire qu'il s'est totalement effondré? Parce qu'Israël a bombardé Gaza, tuant une centaine de personnes, puis Israël a déclaré « Oh, le cessez-le-feu est de nouveau en vigueur ». Donc ils ont tué des gens, puis ils ont dit que c'était de nouveau en vigueur. Eh bien, je pense que cela s'est effondré. Je pense que ce qui se passe maintenant est très cynique et très brutal. Israël annonce, quand cela l'arrange, que le cessez-le-feu a été rompu et mène des raids de bombardement. Puis quand cela l'arrange à nouveau, déclare que le cessez-le-feu est rétabli. Donc, vous savez, ils peuvent activer ou désactiver cette situation quand ils le veulent, et évidemment, tôt ou tard, tout cela va s'effondrer. La dernière chose, le Venezuela, ça. Trump a préparé tout cela depuis un moment, et maintenant, il parle même d'envahir la Colombie. Je veux dire, est-ce qu'il dit simplement des choses insensées, ou a-t-il réellement un plan pour prendre ces deux pays? Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement? Qui sait? Je veux dire, la Colombie a été d'ailleurs, si l'on connaît l'histoire de l'Amérique latine, le seul allié véritablement fidèle des États-Unis. Quoi qu'il se passe ailleurs, au Brésil, en Argentine, au Chili, à Cuba, au Mexique, au Venezuela, la Colombie a toujours été, de manière constante,
l'allié le plus loyal de l'Amérique. Et maintenant, ils veulent renverser le gouvernement là-bas aussi. Je l'ai déjà dit. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est encore la Chine. Parce que souvenez-vous, même l'étude de la RAND parle encore de la Chine comme d'un rival, pas d'un partenaire, pas d'un ami, pas d'un pays avec lequel nous voulons entretenir de bonnes relations. Il s'agit vraiment de gérer la rivalité, pas de repenser la nature fondamentale de la relation avec la Chine. Et la Chine exporte beaucoup vers l'Amérique latine, ce qu'elle fait effectivement. Pourquoi pas? Il achète beaucoup à l'Amérique latine. Pourquoi pas? Il entretient de bonnes relations avec le gouvernement du Venezuela. Pourquoi pas? Il a des relations amicales avec le gouvernement de la Colombie. Pourquoi pas? Donc c'est une menace considérable. Cela signifie que les Chinois s'implantent en Amérique latine. Ils veulent chasser les États-Unis, ce qui est déjà une idée étrange, soit dit en passant. Mais enfin, par conséquent, nous devons écraser les pays, le Venezuela et le président de la Colombie, qui montrent en ce moment ces signes d'indépendance. Et le fait que Maduro et, j'ai oublié son nom, le président de la Colombie, se soit montré assez franc, rend encore plus important de les écraser, parce que cela signifie qu'ils ont offensé Trump lui-même. Et il est donc déterminé à les remettre à leur place, en d'autres termes, en prison quelque part, selon sa vision. Et c'est toujours la même histoire. On invente des récits autour de la drogue. Bien sûr, la Colombie est un pays qui produit beaucoup de drogue. Le Venezuela, d'ailleurs, ne l'est pas. Ce n'est même pas un point de transit pour la drogue. Mais bien sûr, la Colombie l'est. Alors, on met le sujet de la drogue en avant, on rassemble une flotte massive et on raconte au peuple américain un conte de fées, selon lequel tout cela vise à stopper le trafic de drogue. Ensuite, on impose un contrôle et on prépare de grands rapports au sein du Pentagone sur la défense de l'hémisphère occidental. Et nous savons tous contre qui d'ailleurs. Encore une fois, c'est la Chine. La Chine serait censée menacer de prendre le contrôle de l'hémisphère occidental. Donc les États-Unis doivent désormais se concentrer sur sa protection. Et M. Trump parle, vous savez, d'un dôme doré pour protéger le ciel de l'Amérique. Sauf qu'il serait complètement inefficace contre ce missile de croisière à propulsion nucléaire dont nous avons parlé et probablement contre la plupart des autres missiles de croisière. Et il parle aussi, comment dit-il, de cette flotte dorée qu'il va construire avec d'immenses cuirassés. Et bien sûr, ce qu'il oublie complètement, c'est que l'Amérique ne peut pas les construire. Elle n'a plus la capacité de construction navale nécessaire pour produire ces énormes flottes dont il parle. L'Amérique manque déjà de missiles de défense aérienne existants. Où va-t-elle trouver la capacité industrielle dans le délai que Trump souhaite pour construire ce dôme doré dont il parle? C'est donc un non-sens matériel, mais cela influence la politique et des gens en meurent. Voyons donc ce qui se passera lors de la réunion de Trump demain et ce qu'il inventera ensuite. Donc, la Chine berkonfirmé isinilare. Oui, La Chine a confirmé la réunion aujourd'hui. Ils ont donc attendu jusqu'à la dernière minute. Je veux dire, c'était sûrement intentionnel. C'était pour laisser Trump dans l'incertitude. Non, je veux dire, étant donné qu'il aime les jeux psychologiques, bien sûr qu'ils vont lui rendre l'appareil. Tant mieux pour eux. ouais, alors regardons, d'accord?